Bonjour à toutes et à tous et merci pour Bonjour. votre présence à ce webinaire, donc le dernier de l'année, qu'on va faire sur la partie DevSecOps. Donc on va parler en fait de comment on peut rajouter la couche sécurité dans un process DevOps, c'est ça le DevSecOps, et comment on peut le faire avec CyberWatch. Comme d'habitude, il y a Audrey qui est avec nous et qui pourra donc aussi enregistrer toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre en cours de route. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a une autre vignette aujourd'hui sur l'environnement Livestorm, puisqu'il y a Florian, qui est un des cofondateurs de CyberWatch aussi, qui est le directeur technique de CyberWatch. Bonjour à tous. Et donc, on va co-animer ce webinaire. En fait, l'idée, notamment, ça sera lorsque vous aurez des questions à la fin, on pourra répondre tous ensemble là-dessus. Et puis, si vous avez des questions sur tout ce qui est roadmap, par exemple, eh bien, ce sera idéal aussi pour en parler tous ensemble. Pour information, c'est un webinaire un petit peu particulier pour nous parce qu'on va vous faire quelques annonces à la fin. Et aussi parce que, mine de rien, en janvier 2025, ce sera les 10 ans de CyberWatch. Donc, on s'approche quand même d'une phase assez importante pour la société CyberWatch. Et donc, déjà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'est toujours chouette de revoir les mêmes prénoms aussi dans les webinaires. On est très content de vous retrouver à chaque fois. C'est aussi très chouette de voir des nouveaux noms et des nouveaux prénoms dans le webinaire. Ça veut dire que ça se développe petit à petit au niveau de l'écosystème et on en est ravis. Et puis, un autre point aussi assez important, c'est que certes, c'est les 10 ans de CyberWatch, donc en janvier 2025, mais Florian, ça fait bien plus longtemps encore que je le connais, puisqu'avec Florian, on était en école d'ingénieur ensemble. Donc, Ah, ça va pas on nous est ravis. rajeunir, hein, si tu racontes tout ça. Ouais, j'ai perdu des cheveux. Donc, en tout cas, on est ravis vraiment de vous retrouver toutes et tous pour parler aujourd'hui donc de DevSecOps. Alors, petit rappel, si jamais vous ne connaissez pas encore la solution CyberWatch, c'est une solution qui fait de la gestion des vulnérabilités. On est principalement connu pour trois parties importantes dans le process de gestion des vulnérabilités. La partie détection des vulnérabilités, la partie priorisation. C'est plutôt que de vous dire, OK, en fait, vous avez des problèmes. L'idée, c'est de vous dire, en fait, vous avez des problèmes très graves et plein d'autres où finalement, vous pouvez vivre avec. Et puis, vous avez également la partie patch management qui vous permet de déployer donc les KB dans le monde Windows et tout ce qui est apt, YumZipper et Pacman dans la partie Linux. Également, on a des modules de cartographie pour faire de la découverte de vos environnements. Une partie pour renseigner les informations métiers importantes pour qu'on fasse une priorisation correcte. En gros, ça me permet de dire, là, j'ai des enjeux de disponibilité, là, de confidentialité, là, d'intégrité, et de refléter ça dans nos calculs. Et puis, évidemment, comme toute solution digne de ce nom, on a aussi des tableaux de bord, par exemple. Mais vraiment, on est très connu surtout pour la partie détection, priorisation et correction. C'était un petit peu le slogan, d'ailleurs, de base du logiciel. Et donc, si jamais vous utilisez déjà CyberWatch, eh ben, on en est ravi. Si jamais vous n'utilisez pas, n'hésitez pas à essayer la solution. On propose des POC gratuits d'une durée d'1 mois. Et j'espère que vous pourrez donc regarder tout cela prochainement. Pour parler de DevSecOps, déjà, il va falloir définir ce que c'est très rapidement la partie DevSecOps, et puis après, comment on le fait avec CyberWatch. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, déjà, la partie DevSecOps, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la partie DevSecOps, c'est une sorte d'évolution d'un process qui est déjà connu pour certaines et certains d'entre vous, certainement, qu'on appelle le DevOps. Le DevOps, on le représente parfois avec un petit cycle, parce que là aussi, c'est un processus en continu. Là, pour des raisons de lisibilité, avec le partage d'écran, je vous l'ai représenté sous forme d'un diagramme de gauche à droite. En fait, les phases les plus importantes dans le process de DevOps, c'est qu'il y a une phase de construction logicielle. C'est en gros, on va définir des spécifications. On va développer le logiciel. On va aussi faire des tests unitaires pour vérifier que ce qu'on a développé est correct. Ensuite, on va construire un environnement applicatif qui va être, on dit, packagé. Donc, il y a plein de techniques qui existent pour le packaging. Les techniques un petit peu plus modernes, c'est de construire ce qu'on appelle des images Docker, par exemple. Donc, on va notamment regarder ce volet en particulier avec CyberWatch aujourd'hui. Une fois que les images Docker sont construites, on fait ce qu'on appelle les tests d'intégration, parce que parfois, l'informatique, c'est un peu magique, c'est au niveau du code, quand on fait les tests, tout se passe bien, mais quand on le met avec tout le reste de son environnement dans une image Docker, ça se passe moins bien, donc on refait des tests là-dessus. On peut aussi faire des tests humains lors des phases de release officielle, lors de la phase d'une publication d'une vraie mise à jour. Et puis après, une fois que les images ont été validées en termes de qualité,
on les publie et on les exécute. Donc, plus précisément, c'est on les publie, on les déploie. Et ça, c'est pas une mince affaire, notamment dans les environnements déconnectés. Et puis après, il faut regarder que tout se passe bien derrière. Et pour information, en fait, toute cette approche-là, il y a plein de sociétés qui s'en servent au quotidien, et notamment CyberWatch, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple une nouvelle mise à jour de CyberWatch qui est disponible, et bien en fait, c'est parce que Florian et toute son équipe ont lancé toutes ces opérations-là pour développer, pour valider aussi que tout se passe bien au niveau du déploiement, et après pour publier les mises à jour et faire en sorte qu'elles s'acheminent correctement chez vous. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous entendez parfois qu'on parle d'un petit produit qui s'appelle CBW On-Premise. En fait, c'est le petit module qui sert à faciliter le déploiement de vos images Docker CyberWatch sur votre infrastructure. Donc globalement, vraiment, il y a ces 3 grandes étapes-là, Dev, Build, Run, et c'est des étapes qu'on fait en continu, c'est-à-dire que dès qu'on a fait une nouvelle mise à jour, hop, on reprend le process de développement. Quand on parle de DevSecOps, c'est qu'on rajoute une opération en fait, de sécurité sur chacune des grandes étapes de la partie DevOps. En fait, si on prend la définition de l'ANSI, donc je vous ai mis le lien et vous pourrez évidemment, comme toujours, accéder au slide PDF. Et bien en fait, le DevSecOps, c'est une méthodologie qui vise à inclure les pratiques de sécurité dans le processus de développement et de mise en production d'applications. C'est décrit comme ça. Vraiment, si on le dit avec les doigts, c'est on prend la partie DevOps et chaque étape, on rajoute des opérations de sécurité. Par exemple, quand on parle de tests unitaires, en fait, on peut aussi rajouter des tests unitaires de sécurité dedans plutôt que d'avoir juste des tests fonctionnels. Donc, il y a plein de choses qui sont là-dedans. Quand on parle de DevSecOps de manière un peu plus précise, vous retrouverez entre autres ces mots-là. Alors, attention, je vais peut-être en vexer quelques-uns parmi vous parce que déjà, DevOps, il y a plein de définitions sur le marché et DevSecOps, c'est encore pire. Il y a encore plus de définitions sur le marché. Donc, vous ne retrouverez peut-être pas tout ce que vous connaissez sur la partie DevSecOps là-dedans. Par contre, ce que je peux vous affirmer sans prendre trop de risques, c'est que les étapes là que je vais vous lister de sécurisation des process de DevOps, en fait, c'est celles qu'on voit le plus souvent, nous, sur notre marché. Les étapes en question, c'est dans la phase de dev, rajouter des tests comme ce qu'on appelle de l'analyse statique de code. C'est en gros des petits robots qui vont lire les différentes lignes de code de votre programme et vous dire, en fait, là, il y a un risque d'injection SQL, là, il y a un risque d'injection XSS, des choses comme ça. On appelle ça en acronyme SAST. En fait, c'est l'acronyme en anglais de la partie analyse statique de code. La partie suivante que vous voyez peut-être déjà et que vous verrez en fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la partie SCA. C'est l'analyse des dépendances. C'est-à-dire que quand vous développez des applications, souvent vous utilisez des bibliothèques tierces, par exemple des bibliothèques Python, des bibliothèques Ruby, des bibliothèques en C, etc. Et en fait, toutes ces bibliothèques-là, eh bien, elles peuvent avoir des vulnérabilités dans les bases CV. Et du coup, ce qu'on fait avec ces vulnérabilités-là, c'est on les analyse sur vos composants également, et ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse de dépendance. Et le dernier point, c'est on peut analyser les paquets système qui sont au niveau de l'environnement. Donc, par exemple, quand on dit, OK, moi, en fait, mon logiciel, je le développe pour qu'il fonctionne sur, par exemple, un environnement Ubuntu 22.04 dans telle configuration, en fait, ça vous permet d'analyser aussi la partie système. Une fois qu'on a fait cette étape de développement, on est à la phase de build, où là, on va construire des images, par exemple, Docker. Et là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les images Docker, on va les réanalyser au niveau directement des outils d'hébergement. On appelle ça des repos. On va analyser à nouveau les vulnérabilités de ces images-là. En fait, c'est une fonctionnalité même que vous avez quand vous utilisez, par exemple, un Docker Harbor. En fait, vous avez tout cet environnement qui va réanalyser les vulnérabilités et surtout, vous allez pouvoir créer des règles de sécurité. L'intérêt, c'est que ça vous permet de dire, eh bien, quand j'ai des vulnérabilités supérieures à 9 sur 10, par exemple, je refuse carrément que quelqu'un puisse pull mon image, que quelqu'un puisse la déployer. Alors attention, parce que si vous faites ça, c'est un coup à plus pouvoir déployer grand-chose parfois. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que cette étape d'analyse des images Docker sur leur repository, sur les éléments qui les hébergent, elle peut être très importante parce qu'elle vous permet derrière de mettre des blocages en fonction de certaines nouvelles vulnérabilités qu'il y aurait. Et puis le dernier volet, c'est la partie run, où en fait on va avoir la partie où on analyse les conteneurs, cette fois-ci plus les images Docker, mais les conteneurs Docker qui sont en cours d'exécution sur votre environnement.
Si jamais vous avez d'autres choses en tête sur le process de DevSecOps comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Pour information, au niveau du chat, eh bien, toutes les questions que vous pourrez poser, on y répondra pendant la présentation ou à la fin. Mais en tout cas, on ne laisse jamais une question sans réponse. Et côté CyberWatch, par rapport au process que je viens de vous présenter, eh bien, on couvre une bonne partie des éléments qui sont mentionnés. C'est-à-dire qu'on sait faire la partie analyse des dépendances et analyse des paquets système. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous voyez déjà quand vous faites, par exemple, une analyse de machine virtuelle ou une analyse Docker. Sauf qu'en plus de ça, vous pouvez vraiment insérer CyberWatch dans un pipeline de développement. Pour les personnes qui nous suivent depuis déjà quelques années, on avait déjà fait une présentation sur ce volet-là, mais c'était quelque chose d'un petit peu complexe à mettre en œuvre. Florian et son équipe ont fait en sorte que ce soit infiniment plus simple, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide à déployer dans votre pipeline sur GitLab ou sur GitHub, par exemple. La deuxième étape, c'est la partie analyse CyberWatch avec, par exemple, un Docker Harbor. Ça, il y a un article de blog qu'on avait publié là-dessus, mais on va vous montrer vraiment encore plus comment on peut intégrer CyberWatch avec Harbor, pareil. Et puis, dernière étape, où là, c'est vraiment une complète nouveauté, c'est on a rajouté la partie analyse des conteneurs en cours d'exécution avec CyberWatch. Ça, c'était présent depuis quelques semaines et quelques mois même. Mais surtout, on fait les scans avec les environnements Kubernetes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment facilement importer un cluster Kubernetes. Et dans ce cas-là, on analyse les images qui sont déployées au niveau du cluster, d'une part, mais aussi et surtout, en fait, on vous représente les résultats de manière super chouette. C'est-à-dire qu'on vous représente le cluster Kubernetes comme un projet unique dans CyberWatch avec l'ensemble des vulnérabilités qui sont dessus. Donc, c'est beaucoup plus lisible. Et donc, on va vous montrer tout ça. Je vois qu'il y a une question de Yann. Donc, est-ce qu'on est obligé d'utiliser Harbor pour bénéficier de l'analyse dans le registré? Alors, là-dessus, quelle est la technologie que vous utilisez, Yann, au niveau de l'hébergement Docker? Parce que, en fait, comme ça, on va regarder. Et d'ailleurs, donc pour la partie Nexus, en fait, Florian, est-ce que tu sais si les API de Nexus sont les mêmes que Harbor, peut-être ou pas? Effectivement, sur la partie Harbor, là, on a une intégration native qui permet d'avoir les vulnérabilités directement dans le Harbor. C'est ce que Maxime va vous montrer dans un instant. Sur la partie, pour tous les autres registres, on a toute la capacité de faire une découverte qui permet d'énumérer les images des registres et avoir les résultats dans le CyberWatch pour toutes les images de votre registre. C'est juste que vous n'aurez pas le retour d'informations directement dans le Harbor, enfin, dans le Nexus en l'occurrence, comme vous pouvez l'avoir dans le Harbor en intégration native. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, au niveau des API, en fait, on peut faire la partie découverte et la partie scan. Par contre, ce qui se passe, c'est les résultats des scans CyberWatch qui n'apparaîtront pas directement dans la partie Nexus, alors que c'est une fonctionnalité directement embarquée au niveau de Harbor. Pour la partie Nexus, en fait, là, vu que là, je vois qu'il y a une autre question dessus, c'est est-ce que c'est prévu dans la roadmap? Ce que je vous propose, c'est mettez des +1 au niveau du chat pour qu'on juge de la demande sur cette fonctionnalité-là, et puis on pourra regarder dans ce cas-là si jamais c'est faisable ou pas. Pour la partie Rancher, dans ce cas-là, ça sera certainement pareil, il faudra qu'on regarde un petit peu après. Mais mettez des +1 en tout cas, pour les technologies qui vous intéressent comme ça, on pourra regarder le tout. Pour la partie, j'y vois qu'il y a une autre question de Clément pour la partie analyse statique de code. Alors, pour information, ça, c'est pas du tout prévu dans la roadmap aujourd'hui parce qu'il y a plein d'outils gratuits qui le font très bien. Du coup, ce que je peux plutôt vous dire sur la partie analyse statique de code, c'est qu'en réalité, vous pouvez par contre lancer de l'analyse statique de code de votre côté avec par exemple le scan de conformité même de CyberWatch et faire en sorte que le code revienne rouge ou vert au niveau du logiciel. Mais en fait, on va pas aller concurrencer des outils qui font ça très bien et qui sont gratuits. Ça serait pas ultra intéressant pour nous aujourd'hui. C'est pour ça. Et du coup, la partie analyse statique de code, en tout cas, elle n'est pas pour le moment prévue là-dedans. Par contre, si vous avez besoin d'intégration plus simple avec le sujet, on pourra regarder. Maintenant, si jamais on avance pour la partie process, donc DevSecOps avec CyberWatch, c'est qu'on parle de la partie dev. Donc, la phase de dev, en fait, il y a deux grandes parties qui sont utilisées. Il y a la partie analyse des dépendances et la partie analyse des paquets système. La partie analyse des paquets système, qui est matérialisée ici sur la droite, en fait, c'est celle que vous connaissez depuis le début avec CyberWatch, c'est-à-dire qu'on fait les analyses des paquets qui sont installés. On regarde les paquets que vous utilisez par rapport aux recommandations officielles des éditeurs. Donc, on va chercher les informations chez Ubuntu, chez SUSE, chez Red Hat, etc.
et on regarde quelles sont les vulnérabilités qui concernent votre configuration. Pour la partie analyse des dépendances, on fait la même opération, sauf que la source d'information, ça va pas être les paquets installés, ça va être en fait les éléments qui sont déclarés dans vos yarn.log, par exemple, ou alors les modules pip qui sont présents sur vos environnements. Et également, on ne compare pas aux mêmes sources d'informations, on utilise une source que vous connaissez peut-être qui s'appelle GitHub Security Advisories, les GHSA. Et en fait, c'est une base avec énormément d'informations très intéressantes sur les vulnérabilités qui concernent les applications, enfin les bibliothèques GEM pour Ruby, les bibliothèques NPM pour Node.js, les bibliothèques pip pour Python, etc., etc. Et du coup, c'est ça ce qu'on regarde. Et donc, je vous confirme qu'on couvre bien l'ensemble de ces dispositifs en mêlant en fait les informations à la fois de la partie GitHub Security Advisories et la partie paquet système. Maintenant, comment on fait ça? Je vous fais le schéma, puis après, je vais vous montrer un petit peu plus comment ça se passe en termes de démonstration. En fait, le concept, c'est que vous avez un utilisateur qui va envoyer son code sur, par exemple, GitLab. Et dans ce cas-là, GitLab, via ce qu'on appelle une pipeline, GitLab envoie en fait une image, il va construire une image et il va l'envoyer, une image temporaire Docker, à analyser à CyberWatch. Et CyberWatch va renvoyer les résultats dans un format qui est attendu par GitLab. Et c'est ces résultats-là qui seront présentés à l'utilisateur. Et pour information, les informations, elles seront présentées à la fois dans CyberWatch avec notre interface, mais aussi dans GitLab. C'est ça ce qui est assez confortable. En fait, pour revenir sur l'exemple qui était donné tout à l'heure avec Nexus, c'est en fait, avec Nexus, vous pouvez scanner les vulnérabilités de vos images dans Nexus avec CyberWatch, mais vous aurez les résultats que dans CyberWatch, alors qu'avec Arbor, vous avez aussi les informations dans l'interface Arbor, tout comme là, vous les avez aussi dans l'interface de votre GitLab. Si jamais, du coup, vous nous suivez depuis quelques temps, ce process-là, il était un peu complexe. Il fallait utiliser, en fait, il fallait soi-même créer les fichiers YAML correspondants. Et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est que vous pouvez directement copier-coller, en gros, des fichiers YAML qu'on vous fournit et qui vous aident à construire votre opération de pipeline GitLab comme ça beaucoup plus facilement. Et donc, c'est quand même beaucoup plus confortable pour vous. Alors, si jamais on vous montre un petit peu à quoi ressemblent les résultats, en fait, dans la partie GitLab, vous avez la partie security qui vous affichera toutes les informations issues de CyberWatch. Et puis, si jamais vous êtes un peu, on va dire, téméraire, eh ben, vous pouvez aller regarder les logs aussi, où là, vous avez en Markdown toutes les informations. Alors, comment ça se matérialise maintenant? Très concrètement. Hop, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, comment on met en place tout ça? La première étape dans CyberWatch, ça va être d'aller dans la partie administration, puis la partie outils externes. Et en fait, vous avez un petit sous-menu qui s'appelle scanner de conteneurs dans lequel vous allez pouvoir cliquer sur ajouter. Et vous avez la partie ici où vous allez pouvoir dire, OK, ben en fait, je fais une démo pour le webinaire, par exemple. Vous allez pouvoir dire, en fait, est-ce que ça va être appelé par plutôt des API à la Arbor ou des API à la GitLab, sachant que pour la partie GitHub, en fait, il faut choisir aussi la partie GitLab, c'est la même philosophie, si vous voulez. Là, je mets GitLab, par exemple. Si vous avez plusieurs scanners, on peut aussi choisir quel sera le scanner qui sera utilisé. Et derrière, vous faites sauvegarde. Et en fait, là, si vous regardez, on vous donne des informations qui seront à saisir au niveau de votre environnement, donc directement sur GitLab, et avec des identifiants. Et surtout, ben en fait, c'est là où c'est quand même beaucoup plus confortable, si on vous fournit directement la partie du fichier YAML à utiliser. Comment ça se matérialise derrière très concrètement? Hop. Dans GitLab, à l'inverse, en fait, je vais pouvoir aller regarder la partie GitLab CI YAML. Et c'est là où, en fait, je vais pouvoir donc mettre en place mon process de build, d'image, qui va être envoyé après sur l'API de CyberWatch, avec des secrets. Et les secrets, pour information, ben en fait, ça, vous les configurez donc dans votre projet GitLab. Et vous avez aussi la partie avec les identifiants qu'il faudra recopier-coller d'ici. Derrière, hop, au niveau des pipelines directement. En fait, quand vous regardez,
vous avez directement la phase où ça envoie sur CyberWatch. Ça vous donne les résultats au format YAML au cas où. Et par contre, vous les avez aussi en plus dans le dashboard de sécurité de votre GitLab. Ce qui est quand même encore un peu plus confortable même directement pour avoir le tout. Donc, ça vous donne les informations aussi dans votre GitLab. En fait, l'idée, c'est, si jamais vous voulez regarder les résultats dans GitLab, vous pouvez. Si je voulais regarder dans CyberWatch, vous pouvez aussi. Ça vous donne les résultats partout. Et ça, c'est quand même très pratique. Et ça, ce que je vous ai montré ici, en fait, vous avez exactement le même process pour la partie GitHub. Hop. C'est-à-dire que vous pouvez aussi configurer exactement de la même manière dans votre GitHub et vous aurez les résultats aussi qui apparaîtront comme ceci. Donc, vraiment, la clé de tout le process, c'est au niveau de GitHub, le YAML qui définit votre workflow finalement. Donc, c'est ce qu'on appelle les GitHub Actions aussi. Et au niveau d'un GitLab, c'est pareil, c'est votre GitLab CI. Et auparavant, du coup, on vous disait, débrouillez-vous pour tout faire par vous-même avec nos API. Ça fonctionne, mais débrouillez-vous. En fait, là, ce qui a été fait, du coup, c'est une amélioration assez substantielle, je dirais, quand même, du process. C'est quand même beaucoup plus convivial à utiliser. C'est beaucoup plus simple pour vous à mettre en place. Vous pouvez presque juste copier et coller. Alors, question très importante aussi de Corto, effectivement. En termes de licence, ça se décompte comment ? En fait, Corto, en termes de licence, chaque image scannée consomme une licence. Quand on se dit ça, on pourrait se dire « Oh là, mais en fait, CyberWatch, ça va être les rois du pétrole. » Attention, en fait, les images en question, tu les laisses jamais très longtemps normalement. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien penser à les supprimer derrière. Je rappelle que notre modèle étant très généreux, on libère les licences que tu supprimes. Et du coup, je te recommande effectivement de configurer soit de la suppression automatique des images dans CyberWatch, ce que tu peux faire, soit tu peux dire, en fait, les images dans mon job de CI/CD, je les supprime derrière. Et d'ailleurs, techniquement, dans ce cas-là, tu pourrais garder les résultats certainement que dans la partie GitLab, peut-être, et en fait, les supprimer de CyberWatch derrière, par exemple. Donc, effectivement, tu peux avoir des approches comme ça pour optimiser un petit peu le tout. Mais ça, c'est, vu que au niveau des licences, normalement, ça se passe plutôt bien avec les clients, je pense que ça vaut le coup d'étudier ça de ton côté, plutôt que si jamais tu as vraiment beaucoup trop d'images en stock là-dessus. Alors en fait, il y a une autre question sur la partie, est-ce que c'est un scan ponctuel? En fait, c'est un scan, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle ponctuel ou continu. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'image, elle est envoyée au niveau de CyberWatch, elle est analysée par CyberWatch, et après, l'image, effectivement, on envoie les résultats vers le GitHub ou le GitHub. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'image, effectivement, elle reste au niveau de la partie CyberWatch à la fin du scan. Et donc, si vous voulez la décommissionner, il faudra le faire à la main ou alors en configurant une règle de suppression des actifs dans CyberWatch, effectivement. Mais c'est fait exprès, c'est parce qu'en fait, ce cas d'usage peut vraiment être fait pour aussi rajouter petit à petit les images à scanner au niveau du logiciel. Par contre, en toute transparence, c'est quand même très facile de rajouter la partie suppression automatique comme une étape, par exemple, du process de build, de la CI/CD. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois qu'il y a une autre question, c'est la partie scan de code GitHub. En fait, la partie GitHub est aussi supportée. Il faut juste bien configurer donc un workflow GitHub pour faire comme on fait avec la partie GitLab. C'est-à-dire qu'en fait, on a une petite image qui est utilisée pour reprendre votre code à vous et faire tous les tests là-dessus. Et après, il y a la partie endpoint, le user et le password, où il faut les passer en secret. Et ça fait tout le reste tout seul avec une commande qui est très importante, qui est GTCS, qui nous permet de lancer l'analyse là-dessus. Alors, vu que je vois que j'ai peut-être pas été super clair, puisque je vois qu'il y a une question, c'est ça supprime donc l'image, mais le scan est sauvegardé sur CyberWatch. En fait, ce qui se passe, c'est que l'image qui est produite à la fin, c'est un artefact de CI/CD. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que l'image, déjà techniquement, souvent, elle reste aussi stockée au niveau de votre GitHub, par exemple. Et l'analyse de cette image-là est aussi faite au niveau de CyberWatch, et ça reste. Là, par exemple, en fait, je vois typiquement une image qui a été uploadée de la manière qui a été indiquée avec le process de CI/CD. Par contre, rien ne m'empêche derrière de dire, en fait, soit je veux la supprimer à la main. Ça, par contre, je ne le recommande pas parce qu'il faudra le faire très souvent si vous avez un process de CI/CD, c'est pas très confortable. Par contre, ce que vous avez comme process qui peut très bien fonctionner aussi,
vous pouvez configurer CyberWatch, par exemple, pour dire, OK, en fait, moi, je sais que mes images, je les héberge, par exemple, sur un GitLab. Et vous pouvez dire, par exemple, que toutes les heures, vous en rafraîchissez la liste. Et vous pouvez notamment faire la suppression automatique des actifs qui ne sont plus trouvés dans le scan de découverte. C'est, par exemple, si jamais vous dites, moi en fait, je nettoie régulièrement mon registre GitLab, mais j'ai pas envie de m'occuper du nettoyage de la partie scan dans CyberWatch, vous utilisez ça. On va rafraîchir régulièrement la liste des images des images Docker qui sont trouvées dans votre GitLab. Et quand on voit qu'il y a des images qui disparaissent, eh bien en fait, ça va les retirer aussi dans CyberWatch, en espérant que ce soit peut-être plus clair pour répondre à cette question-là. Donc vraiment, en fait, la suppression, en gros, elle n'est pas automatique gérée par CyberWatch, parce que si vous voulez garder, en fait, il y a plein de cas d'usage qui font que vous voudriez garder les images en mémoire. Par contre, je vous confirme que vous pouvez supprimer les résultats sans aucun souci au niveau de CyberWatch, et vous pouvez le faire soit manuellement, ça c'est déconseillé, soit de manière automatique. Et je vois qu'il y a une autre question, du coup, c'est est-ce qu'il faut toujours passer par l'étape d'ajout à la main du nom de l'image et du tag dans CyberWatch via l'interface graphique? Eh ben non, justement. Non, c'est pour ça que c'est beaucoup plus confortable aussi qu'auparavant. C'est-à-dire que là, vraiment, en fait, le process qu'on vous a montré, en fait, il fonctionne directement avec la partie GitLab CI/CD, là. Hop. Et du coup, en fait, tout se fait automatiquement par rapport à ça, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de rajouter des images à la main ou quoi que ce soit. En fait, Malo, par rapport à votre question, on a considérablement amélioré la partie scan de conteneurs. Là, ça fait déjà plus d'un an. Et c'est pareil, il n'y a plus besoin d'avoir une petite machine virtuelle dédiée au scan des conteneurs et tout. En fait, tout se fait de manière beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc, je vous encourage vraiment à tester cette fonctionnalité-là. Normalement, ça sera quand même beaucoup plus confortable à l'utilisation. Je vois qu'il y a une autre question sur est-ce que ça fonctionne sur un envoi de fichiers, et je vois aussi en fait qu'on parle de SBOM. Alors pour information, ça on en parle un petit peu plus tard dans la présentation, mais je vous confirme qu'en fait CyberWatch peut être utilisé aussi sous forme d'un import de fichiers directement. Hop. Sachant qu'on a notre format historique que vous avez peut-être déjà manipulé qui ressemble en gros à un système clé-valeur comme ça, mais vous avez aussi la possibilité d'importer directement. Hop. Je récupère, hop. En fait, on peut directement aussi importer un fichier CycloneDX ou SPDX. Donc, par exemple, là, je peux importer directement un fichier SPDX et faire l'import comme ceci. Et donc, il n'y aura pas de problème par rapport à des imports. Et du coup, CyberWatch sait importer ces fichiers-là. Et je vous le montrerai aussi un petit peu plus tard, mais on sait aussi exporter directement depuis CyberWatch les SBOM au format CycloneDX et SPDX pour faire les analyses comme ceci. La partie SBOM, en fait, via GitLab CI, en fait, là, j'avoue qu'il faudra utiliser nos API là-dessus, mais en fait, je pense que la partie SBOM via GitLab CI, ça serait rajouter une étape de conversion en plus par rapport à ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'en fait, nous, si jamais vous copiez-collez déjà notre GitLab CI, vous n'avez même pas besoin de transformer tout ça dans un SBOM en plus avant de nous l'envoyer. On va directement faire la conversion nativement, ce qui est encore plus confortable pour vous normalement. À l'inverse, par contre, si jamais vous voulez récupérer à la fin le SBOM généré par GitLab ou par CyberWatch, vous pouvez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en rajoutant l'étape du SBOM, vous risquez même potentiellement de perdre en information, parce que je rappelle une petite chose là-dessus. Après, j'en reparlerai seulement un petit peu plus tard. Mais c'est que en fait, les formats CycloneDX et SPDX, c'est pas forcément des formats qui couvrent tout sur le marché. Et donc, cette étape de transformation en SBOM, en fait, elle va rajouter un peu plus de travail pour pas forcément un grand gain de fonctionnalité derrière. Du coup, vous pouvez exporter en SBOM depuis GitLab ou depuis CyberWatch, effectivement. Vous pouvez aussi importer, si vous le souhaitez, des données en SBOM dans CyberWatch, mais la réalité, c'est que si vous utilisez notre template là, de CI/CD GitLab, je pense que ce sera quand même beaucoup plus avantageux pour vous, en fait. Je vois qu'il y a une autre question sur est-ce qu'on peut faire fonctionner l'analyse d'image sur un Arbor ou Nexus qui n'est pas dans le même réseau que l'instance CyberWatch. Là, tu veux que je réponde? Pardon? Si tu veux que je réponde? Ah vas-y. Non, actuellement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a deux. D'ailleurs, il faut même un réseau dans les deux sens, parce qu'il y a des requêtes qui sont faites dans les deux sens. Ouais. Ce qui se passe, c'est que au niveau quand vous pushez une image sur votre Arbor, lui, automatiquement, il va contacter le container scanner, qui est en l'occurrence le CyberWatch, pour lui faire une requête pour lui dire analyse-moi l'image que je te propose, et ensuite
l'image va être analysée par le scanner, donc là, il va avoir un flux dans le sens qui va être du CyberWatch vers le Harbor pour récupérer l'image à scanner. Et une fois que l'image est scannée, le Harbor, lui, il va se mettre en mode pooling où il va regarder quand est-ce que le résultat des scans est disponible. Et quand le résultat des scans est disponible, il va l'afficher dans le Harbor. Donc on a même des requêtes qui sont dans les deux sens. Donc la bonne recommandation, c'est que ce soit dans le même réseau. Si vous voulez utiliser l'intégration native. Après, on peut faire des choses en hors ligne dans les deux cas, mais par contre, ce sera moins automatique que ça. En tout cas, les prérequis sont dans les flux dans les deux sens pour avoir l'intégration automatique. Et en fait, petit rappel aussi, c'est que CyberWatch est un système avec ce qu'on appelle des scanners satellites. Du coup, si jamais la question porte sur le fait que, en fait, le Harbor Nexus serait pas sur le même réseau que l'instance CyberWatch au sens instance maître, là, effectivement, c'est difficile. Par contre, ce que j'allais quand même ajouter par rapport à ça, c'est que si vous avez un scanner satellite qui peut être déployé dans le même environnement que votre Harbor Nexus, bah là, dans ce cas-là, ce sera OK. Donc, pensez-y, c'est-à-dire que, en fait, si jamais vous avez besoin d'avoir une sorte de serveur proxy CyberWatch en quelque sorte local, bah en fait, c'est un peu le rôle d'un scanner satellite et du coup, ça peut aussi fonctionner en ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Eh bien, dans ce cas, si jamais on passe maintenant à la phase build, donc là, en fait, ce qu'on a vu, c'est, je résume, c'est comment on peut, avec la partie GitLab ou la partie GitHub, en fait, quand on envoie du code dessus, on peut générer un envoi d'une image vers CyberWatch qui est conçu exprès pour l'analyse et récupérer les résultats dans le GitLab pour voir les résultats et dans GitLab et dans CyberWatch. On peut aussi voir les résultats dans les logs et tout si on le souhaite et tout. Et puis, en fait, une fois que notre image elle est prête, qu'on en est satisfait, eh bien, il y a la phase de build qui est importante. Du coup, la phase de build, eh bien, ça consiste à aller configurer, par exemple, son Harbor, mais vu qu'il y a eu pas mal de questions sur d'autres dispositifs, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire sur le reste. Et derrière, on peut scanner automatiquement les images qui sont envoyées sur votre repos, par exemple, Harbor, avec CyberWatch. Et l'intérêt, c'est que derrière, en fait, quand vous envoyez l'image sur Harbor, il y a Harbor qui va déclencher l'image, enfin le scan sur CyberWatch. Il y a CyberWatch qui va renvoyer les résultats dans un format attendu par Harbor et ça vous permettra de voir les résultats et dans Harbor et dans CyberWatch. Avec des résultats qui sont assez sympas, je trouve, dans Harbor, puisque ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que c'est très graphique, c'est très visuel, vous avez vraiment les résultats directement dans votre Harbor. Et il y a un autre volet assez important qui est présent sur la zone de droite que je vais vous montrer après en plus grand écran. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment la possibilité de configurer des règles de sécurité pour dire, bah moi, quand j'ai une image qui a trop de vulnérabilité, interdiction de l'utiliser, par exemple. C'est là où ça devient particulièrement intéressant. Alors, si jamais on regarde comment ça se passe dans CyberWatch, pour tout registre Docker, en fait, on peut déjà demander à CyberWatch de faire des scans de découverte sur vos registres. Donc, typiquement, sur votre Nexus, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire, je vais lancer un scan de découverte sur un registre Docker, par exemple. Ce que ça fait derrière, c'est ça vous liste les images de la manière suivante. C'est-à-dire que ça va vous lister en fait une image par ligne. Et pour information, ça ne consomme pas de licence pour nous. Et après, par contre, rien ne vous empêche de dire, bah ok, en fait, ces images-là, je veux en plus les scanner. C'est là où on va consommer des licences. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait sur n'importe quel registre. Ce qu'on fait, par exemple, en plus sur Harbor, c'est vraiment juste du cosmétique. C'est que, en fait, au niveau de Harbor, je peux, hop, voir directement les résultats, hop, ici. C'est-à-dire qu'en fait, on renvoie les résultats dans un format qui est attendu par Harbor, et du coup, ça vous donne un aspect un petit peu plus visuel comme ceci, pour voir le tout directement. Et donc, Harbor, en fait, a été dans les premiers registres, je crois, à faire ce type d'approche, et du coup, on s'est mis en compatibilité avec ça, et ça vous permet de voir les informations comme ça directement dans le logiciel. Pour configurer tout ça, comment ça se passe? En fait, il suffit de configurer la zone scanner dans votre Harbor, et pour générer une configuration de scanner compatible, c'est le même mécanisme que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très facile. On va dans Administration, outils externes, scanner de conteneur. Là, je fais démo webinar Harbor, par exemple. Je choisis cette fois-ci la cible Harbor, du coup, et je fais sauvegarder. Et là, vous avez 3 éléments à copier-coller et à mettre dans votre Harbor, et c'est tout.
Et donc, ça fonctionne très bien. C'est très facile à mettre en place aussi pour faire les opérations. Et là, donc, vous mettez ça dans la partie scanner. Et dès que vous mettez des nouvelles images dans votre projet sur Arbor, ces images seront envoyées sur CyberWatch pour analyse. Et les résultats seront visibles et dans CyberWatch et dans la partie Arbor. Et donc, vous avez vraiment tout qui apparaîtra directement comme ceci. Et vous pouvez voir aussi donc, les résultats également dans le logiciel. Sachant que je trouve quand même qu'il y a un point sur lequel l'interface CyberWatch est là-dessus est plus avantageuse, c'est qu'on fait aussi le calcul de la partie vulnérabilité prioritaire, attention, alors qu'en fait, Arbor ne vous présente pas tout ça. En fait, l'intérêt d'avoir les vulnérabilités dans Arbor ou dans un logiciel comme GitLab ou autre chose, c'est juste que ça vous permet éventuellement de consulter tout directement comme ça. Et puis surtout, en fait, quand vous passez la souris sur une CVE, là par exemple, et que vous cliquez, ça vous envoie directement dans le logiciel CyberWatch. Donc, vraiment une notion de passerelle bidirectionnelle assez sympa qui vous facilite l'exploitation de tout ceci. Et donc, ça vous donne comme ça les résultats directement de manière bidirectionnelle. Et vous pouvez faire, encore une fois, donc vous pouvez faire quand même des scans de découverte sur des registres Docker tiers, par exemple le Nexus et tout sans aucun problème. Et dans ce cas, on va importer les images et on va les scanner. Et vous pouvez même d'ailleurs dire, je veux que toute nouvelle image soit scannée automatiquement et que dès qu'il y a des images qui disparaissent, je les retire. Et donc ça, pour information, si jamais par exemple vous avez un rancher, si vous avez un Nexus et tout, ben en fait c'est très facile à mettre en œuvre et ça fait que dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de mettre en place de CI/CD. En fait, c'est dès qu'il y a une image dans votre registre, hop, ça va la scanner. Dès qu'il y a une image qui disparaît du registre, hop, ça la supprime. Donc c'est quand même plutôt efficace. Alors, on a parlé de la phase de dev. On a parlé de la phase de build. Maintenant, on va parler de la phase de run. Alors, ce qu'on fait sur la partie run, en fait, c'est que déjà, quand vous analysez une machine virtuelle avec CyberWatch, et que, enfin d'ailleurs une machine physique, hein, et qu'il y a l'OS, il y a les paquets système, et il y a des conteneurs Docker, ben en fait, pour information, CyberWatch analyse au passage les conteneurs qui tournent, et agrège tous les résultats dans un actif unique. Ce qui fait que ça vous consomme moins de licences, parce que ça vous en consomme qu'une seule, ce qui est particulièrement avantageux du coup. Alors, pour vous montrer un petit exemple, hop. En fait, comment ça se matérialise? Vous avez toutes les vulnérabilités à la fois de la machine virtuelle et de la partie Docker qui se retrouve sur les résultats de CyberWatch. Et en fait, quand c'est un élément de type Docker, vous voyez, on vous dit ça c'est une image Docker, enfin c'est un conteneur en fait qui tourne là-dessus. Et du coup, même dans la partie priorisation des résultats derrière, on va vous dire par exemple, ok, en fait là, ma priorité, ça va être de mettre à jour la partie Linux Image AWS, donc là c'est un kernel. Mais la deuxième action prioritaire, on voit que c'est, faut peut-être travailler sur mon conteneur Docker. Et donc vraiment, en fait, l'idée, c'est que vous avez toute la vue très facile comme ça dans une seule interface, dans un seul objet CyberWatch, et donc une seule licence, qui est quand même très confortable là-dessus. Le tag de l'image, en fait, il peut être indiqué, ça dépend de ce qu'on aura récupéré comme information, mais en fait, on vous indique aussi par rapport à ça, directement dans la partie action corrective, on vous indique aussi le tag qui a été détecté le cas échéant, et on l'affiche quand on peut. On ne peut pas tout le temps, il y a certaines configurations sur lesquelles on peut juste vous dire la date à laquelle on l'a récupéré. Et du coup, en fait, ça vous donne une partie des informations par rapport à ça. Et donc ça, c'est natif, c'est activé par défaut. En fait, ça fait déjà plus d'1 an que c'est comme ça. Donc ça, vous avez peut-être déjà même vu la fonctionnalité et je vous encourage à la tester le cas échéant. Pour un cluster Kubernetes, ce qui se passe, c'est que vous avez plein de conteneurs qui tournent donc dans votre cluster. Et là, en fait, attention, parce qu'en termes d'image, vous pouvez lancer un scan de découverte avec CyberWatch de l'ensemble de ce qui tourne sur votre cluster Kubernetes. Et si mais vous voulez tout scanner, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on va générer un scan par image Docker, plus un scan pour le projet Kubernetes en tant que tel. Et du coup, ça vous fait une licence par image, plus une licence pour le projet Kubernetes. Donc, si je vous fais la petite démonstration, là, j'ai configuré, par exemple, une technologie qu'on voit très souvent chez les clients quand même, c'est de l'EKS. Donc, je configure mon scan de découverte. Derrière, CyberWatch me dit, OK, j'ai détecté qu'il y a tout ça qui tourne. Je lance les scans. Je peux accéder aux résultats de chaque conteneur qui tourne.
Donc, je vois les résultats. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une petite catégorie qui a été rajoutée, c'est projet Kubernetes. Et si je clique dessus, j'ai une vision consolidée de tous les résultats, de tous les scans par rapport à tout ça. Et donc, c'est assez confortable si vous dites, OK, en fait, je veux pas juste voir mes conteneurs comme des objets séparés, mais je veux aussi voir en fait le projet Kubernetes en tant que tel en entier. Et donc, c'est un peu plus confortable pour tout ça. Pour la partie OpenShift, Florian, on est compatible ou pas encore? Pour la partie OpenShift, là, on va parler, on va pas scanner l'hôte au sens Et c'est ça. Hein. CoreOS, on va scanner le cluster Kubernetes, donc ça c'est possible et on est compatible OpenShift. On aura une découverte qui va être qui va vraiment afficher OpenShift, c'est le logo OpenShift dans la prochaine version. Néanmoins, c'est déjà possible de scanner des conteneurs OpenShift. On a juste une limitation sur la partie limitation du namespace qui est pas faisable actuellement, mais qui sera aussi intégrée dans la prochaine version. Donc j'espère que ça répond aussi à votre question, Guillaume, sur cette partie-là. Donc, je vois qu'il y a une autre question, c'est est-ce qu'il est possible de cibler les scans CyberWatch vers Arbor que sur les images en latest? Alors, au niveau des configurations avec Arbor, ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez tout à fait. En fait, si mais vous avez un tag qui s'appelle latest, en fait, c'est des tags qui sont un peu dynamiques. C'est-à-dire que quelque part, à chaque fois que vous allez renvoyer une image qui va s'appeler latest, bah, en fait, elle va prendre le dessus sur l'ancienne. Ce que ça veut dire, c'est que si vous créez un scan de découverte au niveau de Arbor, que ça vous liste toutes vos images, et que vous, derrière, vous ne sélectionnez que les parties latest, et ben en fait, quand on va réactualiser les scans avec CyberWatch, on va faire un Docker pull en gros sur la nouvelle latest. Et du coup, ça va répondre à votre demande là-dessus. C'est-à-dire que ça va me permettre de dire je liste les images qui sont sur mon Arbor et j'analyse que les tags qui sont latest quelque part. Mais dans ce cas-là, on passe par la partie scan de découverte CyberWatch pour faire ceci. On va voir si j'ai répondu à votre question. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces éléments-là? Bah, du coup, en fait, l'idée, c'est que ça permet d'utiliser CyberWatch vraiment comme un cluster. Et là, attention, vous voyez, au niveau du process, c'est un peu différent de tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, l'utilisateur interagissait plutôt avec l'outil comme Arbor ou comme GitLab qui ensuite tapait sur CyberWatch. Là, c'est un peu l'inversé. On va taper sur CyberWatch en tant qu'utilisateur et c'est CyberWatch qui va interagir avec la partie Amazon EKS, qui va récupérer les images, qui va les scanner et qui va ensuite présenter les résultats. Du coup, c'est pas exactement le même process, mais par contre, ça fonctionne très très bien. Et surtout, une fois que vous le configurez, je rappelle une chose très 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 importante, hein, c'est au niveau de nos scans de découverte. Hop, n'hésitez pas à configurer une récurrence qui peut être en jour ou en heure et qui peut aussi gérer la suppression automatique des actifs. Donc ça fonctionne très très bien, c'est très pratique à utiliser ces dispositifs-là. Pensez-y. Et après, derrière, ça vous donne donc des résultats, comme je vous le montrais, avec une notion de projet Kubernetes, avec une entrée par conteneur analysé dans CyberWatch, et puis aussi une entrée qui rassemble le tout au niveau de la partie projet Kubernetes, tout simplement. Alors, maintenant, quelques petites annonces pour cette fin d'année, et pour la suite, sauf s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper quelques questions. Hop, ok. Hop. Pour vous remontrer sur la partie configuration, hop, pardon, je ne suis pas sur le bon système. Hop. En fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous faites une découverte CyberWatch portant sur Arbor ou sur un registre Docker, hein, Guillaume, pour reprendre votre question, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va vous lister une entrée pour chaque tag, si vous préférez, pour chaque image et pour chaque tag en fait que vous aurez. Là, par exemple, on voit que les tags, on a les parties avec les chats de 156 et tout, mais en fait, vous aurez aussi la partie avec 2 points latest, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez enregistré dans CyberWatch un scan sur une image qui va être en latest, si vous relancez le scan dessus, on va prendre le nouveau latest, si vous voulez. Donc, moi, ma recommandation par rapport à ça, en fait, c'est si jamais vous enregistrez vos images latest dans CyberWatch,
et qu'après vous configurez CyberWatch pour qu'on dise, on va par exemple les rescanner tous les jours ou alors toutes les 6 heures, ces images-là, et bien en fait, entre-temps, si jamais vous mettez à jour votre image latest sur votre repo, et bien CyberWatch, quand on va refaire un Docker pull sur l'image de votre repo qui est avec le nouveau tag latest, et bien on va récupérer la nouvelle et on va analyser la nouvelle. Non, en fait, c'est plutôt que vous récupérez les images, mais vous allez pouvoir voir la partie avec les latest là-dessus directement dans la découverte. Moi, ce que je propose dans ce cas-là, Guillaume, c'est on pourra faire un petit atelier directement avec vous pour vous montrer, ça sera peut-être plus facile. Parce que là, comme il reste que 13 minutes pour le webinaire, je suis désolé, j'essaie d'aller assez vite pour éviter de faire tarder trop les spectateurs. Mais en gros, ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est qu'on revienne vers vous et qu'on fasse un petit atelier, ce sera plus pratique. Que je me le note. Hop. Et en plus, excusez-moi parce que j'ai un peu de fièvre et j'ai le nez pris. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas facile à comprendre avec le micro. Je voulais quand même faire le webinaire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis quand même présent malgré la fièvre. Voilà. Du coup, quelques petites... alors, il y a une question, c'est est-ce qu'on prend en compte le registre ECR TOC? Hop. Oui, tout à fait, on prend les registres CR en compte. Et on a les authentifications qui sont possibles via les processus d'authentification de AWS. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, ouais, en fait, on met aussi justement toute la partie AWS, on le couvre vraiment très très bien, on est compatible avec tout ça et ça fonctionne vraiment vraiment bien avec le système d'authentification d'AWS justement. On a eu pas mal de demandes là-dessus, donc on avait fait un gros effort sur ce volet-là. Alors, quelques petits spoilers pour la suite. Donc, déjà, il y a une nouvelle découverte aussi qui va être ajoutée, qui vous permettra de faire un import directement dans CyberWatch des actifs identifiés par un Fortinet. Parce qu'en fait, Fortinet, ça vous permet quand même de repérer plein de choses sur ce qui se passe chez vous. Et du coup, l'idée, c'est que ça peut être aussi un dispositif assez intéressant pour dire, OK, ben en fait, je sais que tout passe par mon Forti. Du coup, je veux lister tout ce qu'il y a dans mon Forti. Ça vous permet de faire une découverte plus facile de votre réseau interne, par exemple. Deuxième élément, je vous avais dit qu'on en reparlerait, la partie SBOM. En fait, au niveau de CyberWatch, on connaissait déjà très bien la partie CycloneDX et la partie SPDX grâce à certains de nos clients qui nous ont demandé très tôt de travailler là-dessus, avant même qu'on parle de Cyber Resilience Act. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y a une réglementation européenne qui arrive, qui s'appelle le Cyber Resilience Act, qui dit globalement que si vous êtes éditeur de logiciels, eh ben, vous devrez fournir la liste des composants utilisés, qu'on appelle un SBOM. En fait, SBOM, c'est Software Bill of Materials, c'est en gros la liste des ingrédients. Et dans un format standard, CycloneDX ou SPDX en l'occurrence, c'est ceux qui vont être les plus utilisés là-dessus. En fait, pour vous dire, c'est un petit peu comme quand on va dans un magasin de grande distribution et qu'on achète n'importe quel produit. On a la liste des ingrédients avec une certaine norme. C'est d'abord les produits les plus utilisés qui sont mis en avant. Et puis quand il y a des allergènes, ils sont mis en gras et tout. Ben, en fait, un SBOM, c'est la même chose, mais dans le monde de l'informatique, c'est voilà ce que j'ai comme application ou comme brique logicielle pour construire mon application. Et pour information, dans CyberWatch, en fait, on sait générer aussi ces objets SBOM, c'est-à-dire que si vous utilisez CyberWatch, on sait le générer sur l'ensemble de la partie machine virtuelle, plus les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, en fait, par exemple, si jamais je prends la machine, par exemple la 1270, donc je vais aller dans l'API parce qu'en fait, comme c'est une fonctionnalité qui est quand même plutôt technique, pour le moment, on l'a mise que dans la partie API. Hop. Alors, je vais m'authentifier. Je vais vérifier que c'est bon. Hop. Voilà, donc c'est bon. Et on a dit, je prends l'ID 1270. Donc je tape 1270 là. Je peux choisir le format, CycloneDX ou SPDX comme ça m'intéresse. Ça calcule. Et donc il faut attendre un petit peu derrière comme ça. Voilà, et là j'ai mon format CycloneDX qui a été généré.
Et du coup, là-dessus aussi, il y a une vraie valeur parce que vous avez plein de solutions qui font ça très bien sur les systèmes, on va dire, Linux uniquement. Nous, on peut vraiment le faire sur des systèmes beaucoup plus complexes encore. Donc, en gros, si vous voulez faciliter votre conformité avec le CRA et que vous êtes équipé de CyberWatch, bah, la case, elle est déjà cochée, techniquement. Donc, c'est un peu plus confortable quand même. Et donc, vous pouvez le faire aussi en CycloneDX ou en SPDX. Voilà. En fait, sur un host, oui, mais c'est juste qu'il faudra retrouver l'ID du host avant. Et pour information, on réfléchit à vous permettre de faire l'export comme ça depuis l'interface. Mais comme c'est une fonctionnalité très, très, très technique, on se demandait s'il y avait un intérêt. Donc, si vous dites qu'il y a un intérêt à pouvoir le faire aussi depuis l'interface plutôt que juste par l'API, bah, avec grand plaisir pour étudier le sujet. Donc, dites-nous. Ok, donc par API, c'est cool. Bah, dans ce cas-là, c'est parfait. Je vous confirme que vous pouvez faire ça vraiment sur ce que vous voulez. Par exemple, même sur un site web, par exemple. Donc là, je vois, c'est la 2047. Hop. Donc, hop, je lance comme ça. Et du coup, je vais avoir aussi les informations derrière. Donc, on peut faire pas mal de choses quand même avec ce dispositif-là. Et c'est très pratique pour les utilisateurs. Parce que, en fait, le Cyber Resilience Act, ça vous permet vraiment de cocher la case sur quelqu'un vous demande ce que vous avez dans votre configuration auto. Hop, et en fait, ça récupère toutes les données qui sont présentes lors du scan et ça vous les met en forme correctement. Puisque je vois que c'est ça aussi la question. Donc vraiment, en fait, si par exemple vous faites un scan sur la machine virtuelle avec tous les conteneurs qui sont au-dessus, en fait, ça va reprendre le tout. C'est pour ça que il y a un certain avantage aussi. Hop. Et alors, petit cadeau de Noël. Je pense à toi, Corto, notamment que j'ai vu intervenir. Il y a le début des filtres combinatoires qui arrivent. Ça arrive sur les groupes pour le moment. En fait, l'idée, c'est au niveau de la partie avec le moteur de recherche dans le logiciel, vous pouvez filtrer sur des combinaisons un petit peu plus complexes du style je veux que ce soit différent de ça, je veux que ça contienne ça, etc. Et en fait, on sait que c'était une demande depuis très longtemps. C'était pas simple à mettre en œuvre. C'est pas qu'on voulait pas, c'est que c'était pas simple à mettre en œuvre. Et donc, ça commence. Voilà. Et on aime bien choisir Noël pour ces moments-là, voilà. Et donc, mais après, il y a d'autres évolutions là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas, le message, c'est on n'oublie pas quand vous demandez des choses, quand vous demandez des évolutions, on traite les demandes. C'est juste que parfois, il y en a certaines qui ont l'air simples en termes de formulation, mais qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense à mettre en œuvre. Notamment quand on veut s'assurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité derrière. Et comme on veut vraiment faire attention à ça, on fait des tests très sérieux. C'est ça ce qui prend aussi du temps. Voilà. Donc, grande demande, il me semble, quand même, pour tout ça, effectivement. Au niveau des prochains webinaires, donc, pour la partie avec les prochains webinaires, donc, pour information, vous l'avez peut-être vu sur la slide qui nous présentait Florian et moi, mais en fait, pour information, j'ai quitté CyberWatch en tant que permanent. C'est acté depuis fin 2023. Par contre, en fait, ce qui fait qu'on est quand même présent aujourd'hui sur ce webinaire ensemble avec Florian et que vous m'avez vu aussi sur des salons avec CyberWatch, par exemple, comme les Assises, c'est que j'ai maintenant une nouvelle structure qui s'appelle Galeax et qui en fait est tout simplement un partenaire technique de CyberWatch qui est un niveau Platinum, donc c'est le niveau maximal en termes de partenariat technologique avec CyberWatch et en termes aussi de partenariat commercial. Et en fait, c'est simplement pour vous dire que du coup, CyberWatch agit comme éditeur et Galeax fait partie des intégrateurs qui sont spécialisés sur la partie CyberWatch. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a des choses qui changent, mais que finalement, ça ne change pas non plus, puisque on continuera quand même à se voir. On réfléchit encore aux modalités exactes pour vous proposer des webinaires qui seront sympas. L'objectif, ce sera soit de faire des webinaires distincts côté CyberWatch et Galeax, soit des webinaires communs à nouveau entre CyberWatch et Galeax. Et en fait, on continue à travailler donc vraiment main dans la main. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler, parce qu'on a eu pas mal de questions sur ce volet-là sur les derniers mois. Et donc vraiment,
on travaille ensemble et on continue vraiment à travailler tous ensemble là-dessus. Et l'objectif, c'est que les clients, notamment qui souhaitent, par exemple, avoir un accompagnement un petit peu plus spécifique autour du logiciel CyberWatch, ils puissent en bénéficier. Donc, c'est ce qu'on fait avec Galax. Et puis aussi, avec Galax, on développe des petits modules complémentaires autour de CyberWatch. Par exemple, vous avez peut-être déjà utilisé le module d'intégration CyberWatch avec la partie Cortex, avec qui un soir, en fait, on l'a développé. Et également, on va sortir courant premier trimestre 2025 un module qui parfois est demandé par des clients, c'est le fait de pouvoir déployer des applications tierces, donc pas des KB, sur les machines Windows. Et en l'occurrence, là, ça sera via Intune. Donc attention, là, c'est seulement si vous avez Intune, donc environnement très IT et très branché cloud aussi. Mais en fait, l'idée, c'est de faire des passerelles dans ce cas entre CyberWatch et Intune. Donc vraiment, on continue à construire en fait des choses tous ensemble là-dessus. Et donc, vous nous verrez en fait encore très souvent soit en ligne, soit sur des salons, sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 2 fois plus de goodies. Parce que maintenant, il y aura 2 lignes textiles, tout simplement. Voilà. Chocolaté, j'y réfléchis, mais c'est pas encore prévu. C'est plutôt Intune à ma priorité pour le moment, Guillaume. Donc voilà un petit peu aussi au niveau des informations à vous transmettre. Donc vraiment, vous nous verrez encore tous ensemble courant 2025. Et puis, est-ce qu'il y a des questions qu'on aurait oubliées? Est-ce qu'il y a des sujets en plus et sur lesquels on peut vous aider avec Florian? La partie exécution de hardening. Donc effectivement, je n'avais pas vu cette question-là. La partie exécution de hardening, honnêtement, c'est un peu difficile parce que en fait, c'est pas toujours une bonne idée déjà d'exécuter les parties du CIS benchmark sur toutes les machines. L'exemple classique que j'aime bien vous donner en exemple parce que c'est la plus triviale, on comprend tout de suite, c'est imaginez vous avez juste un accès root en SSH à une machine et vous lancez le hardening CIS complet sur une machine parce que vous faites pas attention, vous cliquez sur je veux envoyer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une des règles de hardening qui dit qu'il ne faut pas de connexion root directe en SSH. Du coup, c'est très risqué parce que vous allez vous retrouver enfermé dehors sur votre machine virtuelle et vous ne pourrez plus y accéder. C'est un petit exemple classique de pourquoi on fait attention. Après, peut-être que tu vas ajouter des choses aussi, Florian. Tout à fait, c'est un bon exemple. L'application des règles CIS demande souvent un contexte métier pour savoir si elles sont opérables ou pas dans le contexte et déjà toutes les règles ne sont pas automatisables déjà pour détecter est-ce qu'on est conforme ou pas parce qu'il y a quand même quelques règles qui demandent une action manuelle, mais l'exécution de la mise en conformité des règles est quand même relativement hasardeuse si on le fait sur un large parc sans prendre forcément en compte chaque machine, les contextes métiers qui vont avec. Donc, sachant qu'il peut aussi avoir des configurations qui override d'autres configurations, donc il n'est pas toujours facile non plus de bien positionner la configuration qu'on voudrait appliquer sans avoir des effets de bord. Les clients historiques nous ont déjà fait confiance pour la partie mise à jour, sur les périmètres qu'on sait mettre à jour. C'était déjà pas forcément facile, néanmoins, sur cette partie-là. Effectivement, sur la partie GPO, ça pourrait être, vu que c'est pas forcément en stratégie locale, au moins il y a encore une possibilité de récupérer de changer la GPO via l'Active Directory. Après, mettre en place des GPO à la volée, ça suppose que on puisse bien communiquer avec le Windows Server qui fait Active Directory. Ça, c'est pas encore non plus trivial. Et puis en plus, c'est vraiment sensible, c'est-à-dire que en gros, si jamais en fait, de notre point de vue, si jamais on rend trop facile l'opération de je veux me mettre en conformité CIS, par exemple, si vous pouvez le faire en 5 clics et que ça casse votre machine virtuelle, vous serez en fait vraiment pas content et pas content contre nous. Et du coup, on veut éviter en fait de vous fâcher, on veut éviter de créer ce problème-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, on préfère pas y aller parce qu'il y a trop d'arbitrage par rapport au contexte métier qui font que déjà toutes les règles du CS ne sont pas bonnes à prendre. Le deuxième point, c'est qu'en plus, vraiment, il y a des règles qui peuvent avoir des effets de bord désastreux. Et puis en plus, le troisième point, alors là, par contre, je suis peut-être un peu mauvaise langue, pardonne-moi Florian, c'est pas en plus contre CyberWatch du tout, hein, mais c'est que honnêtement, il y a certaines recommandations CIS qui sont formulées d'une manière où on sent que ça a été testé sur un environnement de une seule machine virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines règles du CIS où on se dit, la recommandation, ils n'ont pas testé ça dans un environnement de production. C'est comme ça fait partie du jeu. La recommandation pour l'audit, souvent, elle est bonne, mais c'est la partie
remédiation qui est un peu plus douteuse. Et du coup, si jamais on se permettait en plus d'appliquer ces recommandations-là pour vous, je pense que ça pourrait être très, très, très dangereux. Il y a beaucoup de points assez sensibles sur la partie durcissement comme ça, CIS. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah, j'espère, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis très content de pouvoir parler des 10 ans de Cyborg, parce que mine de rien, janvier 2025, c'était le 19 janvier 2015 qu'on avait créé la structure lors du premier FIC d'ailleurs, et c'est pour ça que pour nous, c'est une étape importante de voir que la boîte aura 10 ans. Donc merci beaucoup Jean-François, et j'espère que cette passion qu'on a avec Florian d'ailleurs, en fait, que vous la retrouverez justement sur la partie webinar, sur la partie salon, que vous la retrouverez partout, et aussi dans le produit, vraiment. J'espère que vous voyez qu'on essaie de faire des choses qui nous plaisent et qui plaisent aux clients. Oui, pour la partie génération de GPU et des playbooks Ansible. Alors, par contre, pour information, Axel, sur la partie playbook Ansible, Ansible a déjà des choses normalement sur la partie application de règles CIS, mais c'est pareil, j'ai pas vu grand monde les appliquer sur le terrain. J'ai vu plein de clients équipés d'Ansible et qui faisaient des choses avec la partie CIS. J'en ai rarement vu résoudre tous leurs problèmes de non-conformité CIS avec Ansible parce que trop risqué de le faire de manière industrialisée. Par contre, effectivement, je vois qu'il y avait une autre remarque de Guillaume sur est-ce que ça vaudrait le coup de faire un atelier avec Ansible ou Puppet. À étudier, à étudier. Nous, par contre, ce qu'on recommande souvent, c'est utiliser le CIS en tant que benchmark pour mesurer l'état de votre parc. Par contre, un bon durcissement, c'est plutôt ne pas prendre en compte le legacy et le présent, mais de durcir vos templates de sorte à ce que les prochaines machines et dans les années, on s'améliore parce que les prochaines machines sont livrées durcies dès le départ et c'est souvent un petit peu plus facile de s'adapter à déployer une application dans un on va dire, conteneur, dans une VM qui est plus sécurisée et plus durcie que adapter des VM legacy à essayer de les durcir à la volée après. Après, je vois une question de Jean sur quelle est la garantie d'exhaustivité de la SBOM générée par CyberWatch. En fait, là-dessus, c'est la garantie d'exhaustivité du scan CyberWatch, c'est-à-dire que les informations du scan sont mises en forme dans le SBOM. Du coup, en fait, c'est tout ce que vous avez dans la partie scan CyberWatch au niveau des résultats des technologies détectées se retrouve dans le SBOM. Du coup, la question, en fait, ça revient à dire quelle est la garantie d'exhaustivité du scan CyberWatch finalement. Et là, pour information, en fait, la seule chose, c'est si vous voulez vraiment être sûr de rien rater, pensez bien à faire soit le scan en mode avec agent, soit un scan authentifié où vous nous donnez des droits à des administrateurs locaux parce que, par exemple, on ne peut pas exploiter tout le disque dur si jamais on n'est pas sous docker sur Linux, des petites choses comme ça. Donc, la partie exhaustivité, en fait, c'est un petit peu du what you see is what you get quelque part. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans l'interface CyberWatch, vous l'aurez dans le SBOM en gros. Et du coup, si il y a des choses où vous dites, mince, je pense qu'il n'y a pas tout dans CyberWatch, regardez, c'est vraiment souvent des configurations du style, vous n'avez pas donné les bonnes permissions au logiciel. Je vois aussi qu'il y a une question de Alan sur rien à voir. Pensez-vous modifier un jour le déploiement de vos agents sur Windows à la façon Linux, c'est-à-dire exécuter une commande line directement depuis l'autre, sans avoir à download le MSI depuis le poste client et le copier sur le site? En fait, techniquement parlant, c'est déjà faisable. C'est juste que ça demande un petit peu de scripting. Mais en fait, c'est déjà faisable. C'est-à-dire que je vous montre. Je vous remontre. Normalement, quand vous allez dans l'interface CyberWatch, vous avez dans Options avancées, vous pouvez voir la ligne de commande, enfin l'URL qui permet de télécharger le MSI générique. Et ensuite, il faut passer les variables d'environnement qui vont bien, mais tout est présent dans l'interface. En fait, quand on va dans la partie agent et qu'on fait ajouter, et qu'on fait par exemple Windows, là en fait, il y a un tout petit lien. Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait grand monde qui clique dessus. Mais si jamais on est un utilisateur expert, il peut cliquer dessus. Donc, Alan, vous pouvez cliquer dessus. Et si vous cliquez, hop, là, vous avez tous les liens. Et en fait, là, ça vous donne des liens directs vers les MSI que vous pouvez récupérer. Et en plus de ça, on vous donne la ligne de commande derrière. Donc, en fait, dans ce cas-là, rien ne vous empêche de faire un wget ou équivalent. Alors, je suis pas expert en 30 ça marche secondes même en PowerShell. wget. Voilà. Ils ont fait l'alias, génial. Parce que moi, je fais curl sous Windows, mais le wget, je n'avais pas encore osé. Mais du coup, en tout cas, on récupère le MSI et après, on lance les lignes de commande comme ça et ça marchera aussi très bien. Et donc, si c'est plus facile pour vous, Alan, n'hésitez pas. Hein. Mais du coup, il faut cliquer sur le petit lien caché qui a bien fait son travail d'être caché pour éviter que trop de personnes le voient. Hop, voilà. C'est ici.
Mince, maintenant tout le monde l'aura vu. Exactement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Et bien dans ce cas-là, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que j'étais quand même compréhensible malgré le rhume. Si jamais je ne l'étais pas, n'hésitez pas à poser vos questions sur support@cyberwatch.fr ou sur contact@cyberwatch.fr ou même à nous écrire directement à prénom@cyberwatch.fr. Avec Florian, on sera ravi de vous répondre. Voilà. Et ben, c'était un grand plaisir et à très bientôt. Merci beaucoup.